Merci de votre fidélité à Télé 50. Bienvenue depuis Kinshasa, ça fait débat. Cette émission politique des points de vue croisés pour faire éclore la démocratie en RDC. Sur ce plateau, Ernest Ignoka, juriste, vous êtes de la majorité, bienvenue. Merci, monsieur. Crispin Ngoï, député national, également de la majorité, bienvenue. Merci. Norbert Yamba, vous êtes acteur de la société civile, bienvenue également. Merci bien. Bruno Chibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Nos félicitations et bienvenue. Merci. Et voilà. Alors, plusieurs sujets font l'actualité, mais nous commençons par la réforme d'abord de la CENI. Changement de tête ou réforme vraiment de la structure, de la machine de la CENI. D'accord avec cette proposition qui divise la majorité et l'opposition. Honorable, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée les députés de l'opposition qui ont boycotté les travaux quand il s'agit de la réforme de la CENI. Ça se passe d'abord comment? Merci beaucoup. Vous savez que tout le monde a crié qu'il y avait un peu de désordre au sein de la CENI. Tout le monde, à l'unanimité, a voulu, dans notre pays, afin qu'il y ait le calme après la période électorale. Le calme après la période électorale devrait tirer ses sources quelque part. C'est ainsi que l'Assemblée nationale s'est mise à réfléchir pour voir d'où venaient ces désordres. D'où venaient ces désordres. Et d'où venaient ces désordres? Voilà, c'est la question. Il fallait d'abord regarder les textes réformant ou les textes créant la CENI. On a revu tous les textes. On est en train de revoir davantage d'ailleurs. Après qu'on ait revu tous les textes, qu'on ait analysé, on va voir la loi électorale. On va analyser dans la loi électorale. Est-ce qu'il y a des failles dans la loi électorale? Lorsqu'on aura terminé avec la loi électorale, on verra maintenant les animateurs. Et lorsqu'on aura vu les animateurs, si on trouve les failles dans les animateurs, on aura l'obligation de les changer. Puisque ce que nous voulons, c'est le calme, c'est la paix à la période post-électorale. Alors la question est de savoir, c'est juste un changement des têtes de personnes qui animent ou on va changer vraiment la structure de la machine électorale? Non, mais je disais bien qu'on va d'abord voir les textes créant la CENI. On est en train de voir les éléments dans les textes. On va revoir la loi électorale pour voir est-ce qu'il y a des failles dans ces textes. Lorsqu'on terminera ces éléments et qu'il n'y a pas de failles dedans où il y en a, on va voir maintenant analyser les individus qui ont animé la CENI. Est-ce que dans ces individus, ils avaient la qualité de le faire? Est-ce qu'ils ont failli, oui ou non? Si on répond qu'ils ont failli, le pays est vaste, on va changer les têtes. Et ça va aller. Alors, du côté de la société civile, vous vous êtes battu. On apprend que les nombres de membres du bureau pourraient passer de 7 en 11, dont 4 postes pour la société civile. D'accord avec cette victoire? Non, moi je ne pense pas que ce soit une victoire, mais je salue l'évolution positive, cette capacité d'accessibilité, de comprendre que le pays n'est pas la plantation d'un individu ou d'un groupe de personnes, c'est notre copropriété et qu'il est quand même normal qu'on écoute les uns les autres. Mais je voudrais simplement insister pour dire que la CENI c'est un organisme de droit public. Mais c'est un organisme d'appui à la démocratie. Dans une société, il y a ce que nous appelons dans la gouvernance la répartition des rôles. La répartition des rôles voudrait que dans cette société, qu'il y ait des gens qui ont la gestion de la République, la gestion quotidienne voulais-je dire, c'est naturellement les acteurs étatiques, on les retrouve à travers le gouvernement, les différents services de l'État, et vous avez le parti politique qui ont mission de conquérir et d'exercer le pouvoir, et vous avez la société civile. Et donc vous n'êtes pas d'accord avec la répartition telle qu'elle est déjà proposée? Le problème tel qu'il s'est posé, c'est pas en 2011 comme en 2006, c'est qu'il y a eu confusion dans le jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est dans un match de football et vous avez des équipes. Et puis vous avez un arbitre. Et alors maintenant, ici, les deux équipes voudraient être à la fois le joueur et l'arbitre. C'est ce qui est un danger public. Et danger au niveau de la capacité de notre peuple à s'adapter par rapport au paysage politique international. Donc pour vous, le bureau de la CENI sont les partis politiques? Le bureau de la CENI sont les partis politiques parce que le rôle de la société civile, c'est de faire le monitoring, c'est de s'occuper d'appuyer la démocratie pour que les acteurs politiques soient en mesure d'être performants. Si les acteurs politiques prennent la responsabilité pour s'occuper de tout, alors de rien, à ce moment-là, ça devient un danger public. Et donc,
aujourd'hui que la crise post-électorale, que la crise politique manifeste, il est très important que, au lieu qu'on trouve les acteurs politiques à l'intérieur d'un bureau qui doit décider sur leur sort, qu'on responsabilise la société civile. Quelqu'un vous dira qu'il n'y a pas de société civile. Moi, j'ai dit, c'est vraiment manqué. Oui, on a vu une société civile ici à être du côté du pouvoir en place, une autre société civile très farouche, plus que l'opposition. La société civile est plurielle. Leur mission fondamentale de la société civile, c'est de surveiller les institutions de la République pour que ces institutions deviennent performantes. Et la performance des institutions de la République pose la capacité, la problématique de la capacité de chaque institution de donner des services de qualité à notre peuple. Et donc la société civile, c'est la population représentée par soi-même. Alors maintenant, lorsque vous dites qu'il y a des sociétés civiles féodées au pouvoir comme à l'opposition, moi j'ai dit, mais c'est le comportement des uns des autres. La conjoncture a éli domicile dans notre pays, tout un chacun a besoin de trouver un refuge économique. Alors, vous parlez de quelle opposition? De quelle société civile? Je parle de la vraie société civile, celle qui visiblement est engagée, déterminée pendant des années à pouvoir voir notre pays fonctionner autrement. Je ne suis pas candidat, je voudrais vous le dire, mais j'aimerais quand même que les acteurs politiques comprennent que la gouvernance suppose la multiplicité des acteurs dans la gestion de la République. Exactement. Et cela suppose qu'il y ait une répartition des rôles et qu'il est anodin et encore moins intelligent que les acteurs politiques qui deviennent des acteurs des juges et partis. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut donner la responsabilité à la société civile et qu'on puisse justement prendre des surveillants qui viennent à la fois de l'opposition et de la majorité, tout en donnant le deux tiers de ce qui représente la composition du bureau à la société civile. Dès lors qu'il y aura des surveillants qui viennent de différentes composantes politiques, je pense que plus personne ne va tromper quelqu'un. Parce qu'on l'a vu en Guinée, on a pris pour construire la paix durable, prendre quelqu'un qui était général à la retraite au Mali pour être président de la commission électorale. On veut la paix et pour cette paix, il faut qu'on donne à des personnes qui ne bouffent pas sur les râteliers politiques. Ah voilà. Alors vous, M. Bruno Tshibala, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS, parti de l'opposition, satisfait avec déjà cette proposition de changement de tête à la CENI ou pour vous, il faut restructurer la machine? Je voudrais d'abord, en liminaire à mon intervention, préciser une chose. Lorsque vous regardez l'exposé des motifs dans le projet de loi présenté par le pouvoir de fait, il est dit que la CENI a brillé par un dysfonctionnement. Par dysfonctionnement, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il s'agit des actes d'une gravité énorme qui ont été commis par le bureau dirigé par M. Ngoï Mulunda, qui se résume en quoi? À des infractions pénales graves, pour lesquelles, si on était dans un état de droit, le bureau de la CENI, style Ngoï Mulunda, n'aurait pas échappé à une condamnation de moins de 20 ans de prison. Mais malheureusement, parce que c'est le pouvoir actuel qui est bénéficiaire de ces dysfonctionnements, c'est-à-dire de ces actes d'une extrême gravité, on dit on va juste faire une réforme. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on voudrait aujourd'hui que cette réforme soit opérée par le pouvoir de fait et l'Assemblée actuelle. Or, cette Assemblée est constituée par une majorité de gens nominés qui n'ont pas été effectivement élus. Ça pose un problème de crédibilité, de légitimité. Donc aussi, il y a plusieurs députés nationaux de l'UDPS. Je vais vous dire que sur 500 députés, il y a plus ou moins 300 qui ont été nominés. Nous savons des personnes de ce pays qui ont élaboré des listes et Ngoï Mulunda avait été chargé de les publier. Ça, c'est pas les débats actuels. Justement, alors je vais dire. Restructuration, oui, mais partie par un pouvoir de fait et une assemblée qui est illégale et illégitime. Donc vous êtes d'accord avec la société civile? Oui, dans tous les cas. S'il faut restructurer, à notre sens, il faut prendre des personnes qui ne sont pas des politiciens. Il faut prendre des personnes qui sont reconnues pour leur probité intellectuelle et morale. Comme la société civile? Pas la société civile du genre, celle que nous avons connue. Ça, j'ai été moi-même, bien que je sois un grand cadre de l'UDPS, je suis parmi ceux qui ont fondé cette société civile. Nous savons comment elle a été noyautée
par le pouvoir de Mobutu, ensuite par le pouvoir actuel. Ça, ce sont des activistes... Là, vous ne reconnaissez même pas les efforts de votre... je réponds à vos questions. Au débatteur à vos côtés, M. Yamba. Je réponds à vos questions. Ça, ce sont des gens, des activistes, des chasseurs de postes et des devises. Et nous savons que tout ce qu'ils ont fait, c'était appuyer le pouvoir en place. La société civile dont je parle, ce sont des personnalités scientifiques, du genre professeur Nzongola, qui a été avec nous à la conférence nationale, vous vous rappelez, sa déclaration de politique générale, qui a fait révolter tout un pays. Donc vous avez des experts du droit en droit, en sociologie, qui peuvent être nommés et qui voient l'intérêt général. Alors ma question, vous êtes d'accord avec la société civile quand on dit vous ne pouvez pas être juge parti, acteur et arbitre, qui est l'UDPS, le pouvoir en place, et d'autres partis ne peuvent plus faire partie du bureau de la CENI. Vous êtes d'accord avec sa proposition? Nous estimons que la CENI doit être l'affaire des experts qui ne sont pas affiliés au parti, qui font partie de la société civile, mais dans l'entendement des experts. Non une société des activistes qui cherchent le positionnement, les devises, l'argent, non. Donc nous disons, cette société civile-là, avec des experts, va avoir deux organes. Un organe délibérant, c'est-à-dire la plénière, et un organe exécutif, c'est-à-dire le bureau. Le bureau sera l'émanation de la plénière, c'est-à-dire que les membres du bureau sont choisis par la plénière. Ils ne sont pas désignés. Est-ce que vous ne rendez pas le fonctionnement très lourd avec une telle proposition? Non. C'est en ce moment-là que ça va marcher, parce qu'il faut se prémunir contre les dégâts graves. La haute trahison que nous venons de connaître avec M. Ngoïmoulunda et M. Njoli. Il faut mettre un groupe d'experts qui voient l'intérêt général, qui vont se constituer en plénière et en bureau. Le bureau doit être l'émanation de quoi? De la plénière. Pas nommer quelqu'un. On va donner maintenant la parole à une femme. Désigné dans les antichambres pour aller faire exécuter une mission de faire nommer un président de la République et nommer des députés de la majorité, comme c'est le cas aujourd'hui. Ah, voilà. Alors, la parole à la seule femme qui est sur ce plateau, Madame Ernestine Nyoka. Vraiment, j'ai à la fin à ma question que je pose, je ne trouve pas de satisfaction. Le problème, c'est des personnes à la tête du bureau du CENI où il faut restructurer la machine électorale. C'est vraiment dommage de constater, je le constate aussi avec vous, que lorsqu'on fait la lecture de la situation politique, on se rend compte que les acteurs s'accrochent aux personnes. Alors qu'il serait de bon droit qu'on parle de la restructuration du bureau de la CENI, et à mon sens, au-delà de cette restructuration du bureau de la CENI, mettre à la disposition de ces bureaux une machine administrative avec des experts, selon des personnes qui ont une certaine technicité, un certain professionnalisme, une certaine probité, que pour mener de manière très à bon port le processus électoral. Donc, il faut d'abord se préoccuper de savoir qu'est-ce qu'on fait du bureau, pas qu'est-ce qu'on fait des personnes. Qu'est-ce que nous faisons du bureau, qu'est-ce que nous faisons de la loi elle-même qui organise la CENI, et en fait, au-delà des irrégularités dont tout le monde a réclamé, on s'est rendu compte que le fonctionnement du bureau a été un fonctionnement assez biaisé. Non pas que les 7 membres du bureau n'avaient pas les capacités, mais les 7 membres du bureau se sont retrouvés en un temps très record, avec un travail immense sur un très grand territoire, autant de candidats, et au-delà de cela, ils n'avaient pas une machine administrative qui pouvait vraiment les accompagner, parce que nous avons décrié, nous tous, le fait d'avoir mis à la CENI plusieurs journaliers, et ce sont plus les journaliers qui ont fait le travail. Donc aujourd'hui, discuter restructuration du bureau, discuter... Selon vous, ce n'est pas le problème de membres du bureau, c'est de toute la machine. C'est le problème de la machine. Parce que lorsqu'on fait les élections, il y a plusieurs opérations. Il n'y a pas que le moment du vote. Il y a la période avant le vote. Avant le vote, non seulement on commande la logistique pour passer aux élections, mais il y a d'abord les préalables, que c'est de l'enrôlement des personnes et toute autre opération relative à cet enrôlement, avant de parler des bulletins qui doivent être commandés, avant même de parler du budget lui-même qui doit être alloué. Et donc, le fonctionnement de la CENI, finalement, c'est une machine qui doit être
une machine spécialisée, une machine qui est déjà lourde, il faut lui mettre des organes appropriés. Si on ne se limite qu'au bureau, alors on n'aura pas fait œuvre utile. Tout à l'heure, j'ai quand même fait une lecture sur le projet qui a été introduit par le gouvernement. J'ai constaté qu'il y a eu une avancée. Une avancée dans la mesure où, je crois que c'est dans les règlements intérieurs que les choses vont être suffisamment détaillées. Dans cette avancée, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que cette fois-là, il y a plusieurs dispositions qui étoffent un peu, qui parlent du secrétariat exécutif national, exécutif provincial, exécutif local. C'est déjà un début. Et j'ai vu que dans tout ce qui est prévision sur le contentieux électoral, déjà on prévoit une structure de comment la CENI peut, à la défensive, comme aux choses, à la défensive comme à la demande, comment elle peut introduire les actions judiciaires. C'est déjà le début, mais il faudrait davantage étoffer. Que tu disais déjà ce que Madame vient d'annoncer dans le projet de loi du gouvernement. Pas du tout. J'ai l'impression que Madame inverse les choses. La crédibilité, dit la vérité. La crédibilité d'une commission électorale se joue à deux niveaux. C'est d'abord au niveau des hommes qui la composent, et ensuite au niveau de son fonctionnement. Déjà au niveau des hommes. D'après elle, les hommes c'est rien, il faut simplement voir les bureaux. Ça c'est le raisonnement des gens du pouvoir. Mais le peuple congolais estime que les hommes tels qu'ils avaient été choisis, 4 par le pouvoir et 3 par soi-disant opposition, c'était là le drame. Oui, c'était ça le drame. Parce que les 4 membres du pouvoir, ils sont allés pour servir le pouvoir, exécuter la mission leur confiée, de faire passer le pouvoir à tout prix. Et nous savons comment ça s'est passé. C'était une honte. Je vois encore les paroles du cardinal Bossenko en train de pleurer. Une honte pour ce pays. Les hommes qui sont allés de l'opposition, soi-disant de l'opposition, ils sont allés pour leur intérêt personnel. Et vous ont trahi? Totalement. Ils n'ont pas trahi l'UDPS, ils ont trahi le peuple congolais. Parce que le peuple pensait qu'ils allaient là-bas pour servir l'intérêt général. Ils sont allés servir leur intérêt privé. On sait. Rentrons tout dans le la monde question. sait. Restructuration. Pour dire que restructuration, mais ça commence par les hommes. Ah, okay. Quel homme il faut avoir pour qu'il y ait une commission réellement indépendante? Alors, une deuxième question, M. Bruno. Oui, nous allons commencer par l'honorable Crespin. Et si on prenait toutes les recommandations, les reproches, données au même bureau pour reprendre, recorriger les erreurs et repartir, au lieu d'amener d'autres novices qui vont encore apprendre une année et qui, à la longue, nous ayons des débats toujours pareils et restructurons la CENI? Merci beaucoup. Je crois que je ne vais pas aborder les choses dans le même sens que mon frère, le secrétaire général adjoint. Vous connaissez que les hommes passent, les institutions restent. Les hommes ne sont que les gens placés pour appliquer les décisions qui sont déjà prises à travers le texte. Donc nous ne pouvons pas, avant toute chose, regarder les têtes d'individus. Nous devons d'abord voir les textes qui ont créé la CENI. Est-ce que dans ce texte, n'y a-t-il pas de lacunes? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de problème? Puisque s'il y a des lacunes dans le texte, quelle que soit la qualité de l'individu qui va passer, les choses ne vont pas marcher. Puisque celui-là va suivre exactement ce qui est écrit dans le texte. Voilà pourquoi il est plus important de revoir d'abord le texte, s'il y avait des lacunes. Lorsqu'on aura revu les textes, vérifier les lacunes, s'il y en a, s'il n'y en a pas, on aura revu la loi électorale. Lorsqu'on fera asseoir, puisque nous n'allons pas créer les textes en fonction des individus actuels, les individus passent, mais les textes doivent rester. Lorsque la CENI sera mise en place, nous voulons les textes de la CENI qui doivent aller plus loin, de telle manière qu'après chaque 5 ans, on passe aux élections, chaque 5 ans, on passe aux élections. Donc on n'a pas besoin de s'accrocher aux individus. Nous ne soutenons pas les individus qui sont là. Nous n'avons rien à voir avec les individus qui sont là. Ce sont des Congolais comme tout autre Congolais. Mais c'est que nous voulons qu'il y ait des individus, qu'il n'y ait pas des individus, mais que les textes qui animent, les textes qui ont fait asseoir la CENI, soient des textes solides. Ah, voilà pourquoi nous nous y appuyons. Donc nous allons voir, comme je le dis, avant toute chose, nous revoyons les textes. La commission PAJ est ouverte à tout le monde. Tout celui qui a des idées, il peut donner ces idées-là. Mais réagissez aux propositions de l'UDPS et la société civile, qui disent que vous ne pouvez pas être joueur et arbitre dans les mêmes matchs. Êtes-vous d'accord qu'il n'y ait pas de membres de la majorité dans le nouveau bureau de la CENI? Non, mais le bureau de la CENI, d'abord,
tout ce qui la CENI, c'est la structure qui organise les élections. Les élections, d'abord, c'est l'affaire des politiciens. Politique, ça veut dire dans notre pays, c'est soit majorité, soit opposition. La majorité doit être là, l'opposition doit être là. Et la société civile? La société civile qui est le représentant du peuple, ils doivent être là. Pourquoi qu'il y ait la majorité? Il y a la majorité pour contrôler l'opposition, pour que l'opposition ne triche pas. Il y a l'opposition pour contrôler la majorité. L'opposition n'est pas d'accord avec une partie de l'opposition qui l'a représentée à l'ancien bureau. Voilà, mais ça c'est un problème interne de l'opposition. Et vous connaissez bien que dans notre pays, l'opposition est ce qu'elle est. C'est une opposition qui parle et qui se divise. C'est pourquoi je voulais même poser la question à mon frère. Il est de l'UDPS, mais quelle aile? Puisqu'il y a plusieurs ailes de l'UDPS. Nous ne savons même pas de quel UDPS il s'agit. Il a droit à la parole. Il y a plusieurs UDPS dans notre pays. C'est l'opposition. Bon, nous tenons compte de cela. Je crois que... Une minute avant de passer à un autre sujet. Oui. Donc, je suis très d'accord qu'il ne faut pas qu'on puisse trop se concentrer là-dessus. La majorité doit être là-bas pour contrôler l'opposition. L'opposition doit être là pour contrôler la majorité. Et la société civile qui est le représentant du peuple doit être là pour que les choses se passent. C'est pour des motifs de transparence que nous voulons que tout le monde soit là. On ne peut pas les prendre, les experts, les professeurs d'université qui n'ont aucune position politique. Ils vont venir là-bas. Je vous l'ai dit, c'est lui qui a représenté l'opposition, c'est un professeur, expert, qui est farouche, opposant farouche. Tout le monde nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, cette fois-ci, ce sera clair puisqu'on a eu un opposant farouche. Et aujourd'hui, où sommes-nous avec l'opposant farouche? Il est traité par ses frères pour quelqu'un qui est allé pour aller les chercher les intérêts privés. Vous ne dites pas aussi qu'il a été complice, il a bien fait son travail, je l'espère. Écoutez, moi je ne suis pas de la CENI et je n'ai jamais travaillé dans la CENI pour savoir s'il a bien fait son travail. Une réaction avant de passer au deuxième sujet rapidement. Oui, une question a été posée par mon frère. Je ne sais pas s'il est député dans la catégorie des élus ou des nommés. Mais toutefois, je voudrais lui répondre en disant que l'UDPS est une et indivisible. Il a un président, c'est M. Étienne Tshisekedi. Tous les autres qui ont tenté de dire qu'ils sont UDPS ne l'ont jamais été. Donc l'UDPS se porte très bien. Il a un président et ce président a été élu aux élections du 28 novembre 2011. Ah, voilà. Non, je crois qu'on pourrait en parler puisque tout le monde sait qu'il y a plusieurs UDPS. Il y a plusieurs UDPS. C'est pas vrai. Vous n'allez pas dénier un parti politique qui a été formé conformément à la législation en vigueur, la qualité d'être UDPS. À notre connaissance, nous savons qu'il y a l'UDPS, elle qui bat ça. Ah oui, c'est ce que vous avez favorisé en tant que pouvoir. Et voilà, ça n'existe pas. Exact. Ça n'existe pas. En respect strict. Madame, où est-ce que vous avez l'UDPS qui bat? Ça existe où? C'est pas ça la matière qui fait débat. On peut évoluer. Puisque je suis député élu et non pas député nommé, puisque je n'ai jamais eu des acquaintances avec la CENI. Donc je suis un député élu de la ville d'Mbujimai. J'ai été élu avec 11 662 voix dans la ville d'Mbujimai. La ville supposée être considérée comme bastion de l'UDPS, de l'opposition. Et je suis de là et je suis élu. Ah, voilà. Donc devant toute la masse... Tout cela nous pousse à aborder un deuxième thème. Rencontre Tshisekedi-Hollande à marge du sommet de la francophonie. Réaction d'abord au premier sujet, la société civile. J'aurais souhaité, monsieur le journaliste, sans vous faire de leçons, contrôler l'immunité de tout à chacun. Exact. Pour être équitable. Je voudrais simplement apporter deux petites précisions. La première précision, c'est qu'il faudrait que la classe politique puisse évoluer avec les différentes mutations sociopolitiques à travers le monde. Hier, il y avait un pouvoir traditionnel qui avait mission de gérer la République, alors celle pour donner des services de qualité à la population. Aujourd'hui, la littérature est très abondante qui démontre que la République ne peut pas être gérée par une seule composante. Il faut la répartition des rôles. Et j'ai démontré cette formule au départ. Aujourd'hui, la responsabilité d'appuyer la démocratie relève des citoyens. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la démocratie participative. Ce sont ces citoyens-là. Et ces citoyens sont représentés par des organisations intermédiaires. C'est la société civile. Dès lors que l'on se trouve en situation de crise, où les acteurs politiques ne s'entendent pas, et vous le savez, par principe, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. On ne l'a pas fait. Il fallait une commission électorale nationale indépendante. Et il a été dit, et même lorsque vous regardez cette loi,
qui visiblement aujourd'hui semble être, n'est-ce pas, obsolète, que les membres du bureau de la CENI doivent être des personnalités indépendantes. Le grand problème, monsieur le journaliste, c'est que, au moment où l'on recherche des personnalités indépendantes, il y a une disposition cachée où l'on vous dit non, ces personnalités-là doivent être désignées par des partis politiques. Or, ce sont ces partis politiques qui sont en situation de crise. Là, c'est un problème. Et qui les désignerait alors ces personnalités? C'est comme ça qu'il faut restructurer la loi pour enlever tout cet art, de manière à permettre à ce qu'on puisse justement fouiller dans la configuration de la composante de la société civile. Il ne manque pas de personnalités. Ces personnalités existent, qui ont un degré de probité, un degré de moralité. Parce que le problème qui se pose dans notre pays, ce n'est pas un problème de professeur, ou un problème d'ingénieur, ou un problème de je ne sais pas quoi. Tous ces gens qui aujourd'hui sont devenus des caisses de résonance dans les institutions de la République, on a vu, on a l'expérience très malheureuse. Il y en a même ceux qui ont assumé des responsabilités pour lesquelles on n'a pas ressenti l'expertise. Donc, il s'agit d'une question de probité. Et c'est cela le grand problème dans notre pays. Et donc, il faut que la classe politique se détache de cette responsabilité. Et d'ailleurs, le comprendre, c'est vouloir faire notre pays un pays émergent. Il est anormal de considérer qu'aujourd'hui, parce que vous m'étiez en train de me dire, monsieur Yamba, c'est une victoire. Non, ce n'est pas une victoire. C'est justement la récompense d'un devoir, c'est le devoir lui-même. Donc, le devoir voudrait qu'on répartisse les rôles et qu'on dégonfle la crise. Et pour dégonfler la crise, il faut être transparent, il faut rechercher des personnalités indépendantes. Et ça, c'est un petit problème. Aujourd'hui, tout le monde veut, comme on a vu, je crois que M. Bruno l'a dit, des députés élus, des députés nommés. Le cafouillage, il existe, il est transparent. Ça, c'est évident. Je ne voudrais pas dire que tous les députés ont été nommés, ça c'est évident, mais la majorité, et c'est très clair, ça est la honte de notre pays, et nous voulons aujourd'hui, non seulement en termes des avantages pour la mouvance ou pour l'opposition, mais c'est de recrédibiliser notre pays. Et pour recrédibiliser notre pays, on a intention naturellement de recourir à des personnes qui peuvent subir des pressions, c'est vrai, mais qui peuvent affirmer leur autonomie, leur indépendance, pour dire que le Congo, qui en réalité aujourd'hui aspire à être un pays émergent, mérite des hommes de grande moralité. Deuxième sujet, rapidement, en 2 minutes chacun, et puis on va clore l'émission. À marge du sommet de la francophonie, rencontre... Oh, oui, bien sûr, il est temps dans quelques 2 minutes. Rencontre... Tshisekedi François Hollande, président de la France. Étienne Tshisekedi représente-t-il l'opposition ou bien l'opposition va aller auprès du président français en ordre dispersé? Bruno Tshibala. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais ici préciser que M. Étienne Tshisekedi, président élu le 28 novembre, ne rencontre pas le président Hollande en tant que membre de l'opposition, c'est en tant que membre de la majorité au pouvoir, mais qui est empêché d'exercer. Précision importante. La deuxième chose, nous nous félicitons que 2 leaders de la même famille politique, la famille socialiste, se retrouvent pour parler de valeurs, les valeurs pour lesquelles ils se sont battus tous les deux. Monsieur Hollande, depuis le congrès d'Épinay, M. Tshisekedi, ça fait 32 ans qu'il se bat pour que ce pays arrive à, comme il vient de le dire, à être un pays émergent, un pays, un état de droit qui pratique la justice, la liberté, la bonne gouvernance, l'égalité, toutes ces valeurs pour lesquelles... Mais aucun discours pacifique envers le peuple à part les appels à des manifestations. Écoutez, c'est l'UDPS qui a procuré à ce pays la démocratie. Par sa lutte, par son sang. Il n'y avait pas un autre parti. Les autres avaient fui, ils sont allés à l'extérieur. Ils sont tous profiteurs du combat de l'UDPS pour la démocratie. Quand il va rencontrer M. Hollande, vous savez, c'est pour parler de toutes ces valeurs. Et la sortie du 13 sera-t-elle pacifique? Ou vous appelez encore le peuple à marcher à... Monsieur Mathieu, vous faites bien de demander cette précision. Notre Constitution, en son article 64, vous savez,